Bonjour à tous. Merci M. Baratini de nous accueillir dans ces lieux. Merci au personnel de la médiathèque de nous permettre de tenir cet atelier. Donc je me présente, Zaka Toto, Ziste, La Fabrique. Je travaille aussi sur le nationalisme et les identités en Martinique et en Guadeloupe sur les 50 dernières années. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler donc, de cette question démographique dans le temps long et dans le temps plus proche, à la fois pour poser peut-être, revenir sur certains termes du débat. On a cet historique justement du génocide par substitution, qui est un discours politique qui date des années 70, qui est un questionnement aussi sur, quelque part, ce qu'a été notre société, ses origines, et ce qu'elle va devenir. Et je pense que c'est important d'en parler, d'aller au fond finalement de ce que Césaire voulait dire à ce moment-là. Mais on va aussi parler de la crise démographique actuelle, qui est assez conséquente, qui a commencé il y a presque 20 ans, et auquel en fait il faut qu'on puisse faire face. Donc on aura 3 temps relativement courts dans ce moment de, on va dire, de conférence un peu, petite introduction de ma part, un petit moment autour des chiffres de la démographie avec Nadia Chonville, et on va parler après des enjeux de comment on facilite peut-être le retour, comment on fait les jeunes rester en Martinique, comment on fait de la Martinique une société attractive, avec Stéphie Salpêtrier, donc d'aller virer. Donc d'abord une petite introduction autour du génocide par substitution. Le terme date donc de 1975. Il est prononcé par Aimé Césaire à l'époque, non pas pour parler de la Martinique, mais pour parler de la Guyane, puisqu'à ce moment-là, la France a depuis plusieurs décennies, l'envie de coloniser, littéralement, la Guyane, qu'elle considère comme un territoire sous-peuplé, et que l'État veut maintenir, finalement, dans la République. À ce moment-là, Aimé Césaire dit, voici les mots, je vous fais une citation, « Des peuples entiers ont été finalement évacués de l'histoire, parce que d'abord recouverts, laminés, absorbés. En tout cas, l'histoire nous a rendus méfiants. Nous redoutons le génocide par substitution, même s'il s'agit du génocide par persuasion. » Donc, c'est la seule fois où Aimé Césaire parle du génocide par substitution, et immédiatement, il le requalifie en disant que c'est un génocide par persuasion. Voilà. Les plans de colonisation de la Guyane par la France, en essayant d'envoyer des populations là-bas, ou 10 ans avant, dans le contexte du plan Nemo, où il s'agissait de faire venir en masse des jeunes Antillais, notamment via le RSMA, en Guyane, n'ont pas marché non plus. C'est pas comme ça que ça s'est fait, le peuplement de la Guyane. Il y a un deuxième moment où Aimé Césaire parle de génocide, c'est en 1977. Pour le coup, on est peut-être un peu plus proche de cette question de génocide par substitution en Martinique, ou en tout cas aux Antilles. Il dit donc: « Je redoute autant la recolonisation sournoise que le génocide rampant. » Et à ce moment-là, il parle... le background, c'est que dès les années 60, donc, on a une démographie qui est galopante en Martinique, avec une population très jeune, avec une économie essentiellement rurale qui est en crise, qui est quasiment en train de s'effondrer, notamment les grandes usines à sucre, qui sont toutes en train de fermer. Il n'en reste qu'une d'ailleurs, c'est l'usine du Galion, que l'on maintient un peu artificiellement en vie jusqu'à aujourd'hui. Et on a ce boom, ce qu'on appelle les Trois Glorieuses dans l'Hexagone, dans l'Europe, dans l'Occident, une période de prospérité considérable, où finalement, de manière très coloniale, la France se dit on va faire venir plutôt les populations venues de nos périphéries, de l'outre-mer, qui sont françaises, sont citoyennes, sont éduquées à la française, et prendre peut-être les postes de premier niveau en France. C'est un mécanisme qu'on va retrouver dans d'autres pays, parfois avec de l'immigration étrangère. Dans le cas, par exemple, de la Grande-Bretagne, on va parler de la Windrush Generation, c'est-à-dire qu'on va faire venir des îles britanniques un certain nombre de travailleurs pour faire un peu la même chose que ce qui s'est passé en France. C'est ce qui explique la forte présence caribéenne, par exemple, à Londres, etc. Le Tingling Carnival et tout ça. Et pour le coup, avec un phénomène qui est assez similaire. Donc, dans le cas des Antilles, on parle d'à peu près 300 000 personnes qui ont fait cette migration
officiellement et non officiellement, donc soit par le biais du BIMIDOM, soit par le biais d'eux-mêmes, par leur propre décision, d'aller migrer en France. Pour autant, et c'est quelque chose qui est important, le BIMIDOM n'a pas eu un effet de dépopulation sur les Antilles. C'est-à-dire que la population aux Antilles a continué de croître jusqu'aux années 2000, avec ce qu'on appelle le taux de renouvellement démographique qui était relativement sain, qui était supérieur à celui de la France jusqu'au milieu des années 2000. Et il y a un phénomène qui s'est passé, qu'on va expliquer peut-être, qu'on va essayer de comprendre plus tard, où subitement ça s'est inversé. La question du génocide, dans un contexte colonial, dans le contexte des Amériques, dans le contexte des conquêtes coloniales, se comprend quand on est dominé. Quand on est noir, quand on est indien, quand on est des Premières Nations indigènes, la conquête coloniale s'est passée en effaçant, en supprimant les peuples qui vivaient dans les pays colonisés. Ça, c'est quelque chose, quand Césaire l'exprime, c'est quelque chose qui est légitime parce qu'il est basé dans l'histoire. Parce qu'il est basé dans l'histoire de notre île, il est basé dans l'histoire de notre continent, et on ne peut pas le nier. Donc dire que quelque part, est-ce qu'on est toujours dans ce rapport colonial avec la France, avec la République, même si on est devenu citoyen, mais que peut-être qu'il y a toujours ces logiques de long terme qui ont plus de 5 siècles, où on se dit que peut-être que pour garder finalement ces territoires dans un empire ou dans un outre-mer, dans un espace politique unifié, peut-être qu'il vaut mieux avoir peut-être des métropolitains, des colons qui s'installent ici et qui, au fur et à mesure, on ne peut pas nier le fait qu'il y a des bases historiques pour avoir cette méfiance, ce que Césaire appelle une méfiance. Voilà. Il y a un deuxième point que je voulais aborder, c'est pourquoi ça n'a pas marché. On a donc des politiques migratoires qui cherchent à faire les jeunes partir, soit par le biais de l'armée, soit par le biais du BIMIDOM. On a eu des scandales, notamment à La Réunion, où il y a eu des phénomènes de stérilisation forcée, avec des cas aussi en Martinique et en Guadeloupe, même si c'est beaucoup moins documenté. Mais il y a eu des cas, mais beaucoup moins massifs que ce qui s'est passé à La Réunion. Donc il y a eu des choses, en fait, quand même, qui ont été faites, même après, finalement, même sur les 50 dernières années, qui peuvent justifier ce type de discours. Alors pourquoi ça n'a pas marché ? Entre les années 60 et la fin des années 90, la Martinique connaît une croissance d'environ 10% annuelle. C'est quelque chose de stratosphérique. 10% annuel de croissance économique. Alors, cette croissance, elle n'est pas parfaite. Hein, on parle de croissance vide. Ça n'a pas toujours créé des emplois dans les bons domaines, mais en tout cas, il y a eu un phénomène d'enrichissement de la population, de création d'infrastructures, avec des politiques locales au niveau du département, au niveau des mairies qui avaient beaucoup d'argent et de moyens, donc ils pouvaient utiliser ce levier de la politique publique pour sortir les gens de la pauvreté. On a eu un phénomène d'enrichissement de la population, de la création d'une classe moyenne. On a construit des écoles, on a construit des collèges, on a construit des lycées, on a construit des universités, ce qui a fait que, finalement, même s'il y avait une partie de la population qui s'en allait, il y avait aussi une bonne partie qui restait ou qui revenait. Parce qu'il y avait des opportunités, parce qu'il y avait des emplois qui étaient créés. Et donc, jusqu'à la fin des années 90. Et donc la question c'est, est-ce que quelque part, l'effondrement démographique n'est pas aussi un reflet de l'effondrement d'un modèle de développement qu'on a connu ici, de développement politique, de développement socio-économique, celui de la départementalisation, celui de la régionalisation, où on a beaucoup utilisé les transferts publics comme moyen pour se développer, comme moyen pour faire progresser notre société, mais où quelque part, on n'a pas trouvé un autre modèle, et cela peut-être jusqu'à maintenant, pour maintenir finalement cette croissance. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, merci à la Fabrique décoloniale pour cette invitation. C'est un plaisir de contribuer aux activités de cette structure et d'être ici aussi à la médiathèque du Lamentin. J'ai toujours grand plaisir à venir participer au débat dans ce bel endroit.
Alors, on a déjà beaucoup parlé des origines du terme génocide par substitution. Je vous invite effectivement à lire la revue Zist, à aller lire toutes les contributions, pas seulement la mienne, mais effectivement le titre vient de cette contribution qui avait été faite dans un contexte particulier où le terme résonnait beaucoup dans le débat public et je crois qu'il fallait mettre un petit peu un holà et puis donner de la perspective pour éviter un emballement autour de ce terme. C'est-à-dire qu'à force de le répéter, à force de l'entendre, on peut avoir l'impression qu'il existe vraiment. Et s'il n'a pas de réalité scientifique, c'est pas pour détruire l'ensemble des argumentaires qui l'accompagnent, mais il faut quand même avoir un petit peu de rigueur quand on essaie de développer des idées politiques. Je crois qu'on le mérite. Et donc, je voulais faire le point, voilà. Et faire le point aussi sur des contre-vérités qui pouvaient nous amener du côté obscur de la force. Je vais vous en parler dans un instant. Alors, on va s'intéresser, dans mon propos, je vais vraiment parler de la question de la migration dans la crise démographique que nous connaissons, et puis je laisserai de la place pour que vous puissiez poser des questions. Donc je ne vais pas tout développer. Mais ce que je voulais faire à l'occasion de cette rencontre, c'est mettre à jour certaines données que vous avez dans l'article. L'article, il commence à dater un peu. Il n'y a pas de génocide par substitution. Et en fait, je m'appuyais pour faire les développements argumentaires qu'il y a dans cet article sur les travaux qui ont été menés au sein de l'INED, notamment par Claude Valentin-Marie. Et par aussi d'autres démographes qui travaillent sur ces sujets, comme l'a dit Zaka, depuis des décennies et qui alertent les pouvoirs publics depuis des décennies. Donc en fait, je vais juste mettre à jour, vous refaire un petit peu, vous représenter certains éléments, en mettant à jour un certain nombre de chiffres. Vous allez voir que ça n'a pas beaucoup bougé, mais que ce qui bouge est aussi intéressant. Donc c'est sur ça qu'on va discuter, et puis après, n'hésitez pas à ce qu'on discute s'il y a des éléments qui vous intéressent. Alors, donc je vous ai mis le fameux champignon, vous le connaissez déjà, vous l'avez vu dans tous les médias. La question qu'on se pose aujourd'hui, très clairement, c'est celle-ci. La population martiniquaise est-elle en voie d'être remplacée par une population allogène? Alors, quand on parle de personnes allogènes, ce serait une population qui a une origine différente de celle de la population autochtone. Et ça, c'est le terme qu'on va employer. On ne va pas, dans nos débats, rentrer dans une histoire de est-ce que les Blancs sont en train de remplacer les Noirs. En fait, je trouve que cette catégorie de penser l'humanité du point de vue de la couleur de peau, c'est quand même très problématique, même dans l'histoire longue de l'humanité, sans parler du fait qu'il s'agit de conceptualisations qui sont directement liées avec l'histoire de la traite et de l'esclavage. Donc moi, je m'intéresse, et puis si on regarde la salle ici aujourd'hui, on va tomber dans des écueils très très rapides sur ces histoires de couleur de peau. Par contre, et de toute façon, vous savez bien qu'on n'a pas le droit, que techniquement c'est très compliqué de faire des choses comme ça en statistique. Par contre, ce qui me semble beaucoup plus intéressant et utile à la réflexion, c'est de parler de l'origine des gens. Où est-ce que les gens ont grandi? Où est-ce que les gens ont vécu? Où est-ce qu'ont grandi aussi leurs parents? Et pas seulement eux-mêmes. Voilà. Et ça, en fait, figurez-vous que c'est légal. On dit souvent qu'on ne peut pas avoir ça, mais en fait, tout ça est tout à fait légal. Et l'INSEE, l'INED travaillent sur des bases de données où les démographes ont votre lieu de naissance, et aussi le lieu de naissance de vos parents et le lieu de naissance de vos grands-parents. En fait, sur 2-3 générations, on peut savoir à quel point vous êtes originaire d'un lieu. Donc c'est à partir de là qu'on va travailler. Bon, pour séparer bien qu'est-ce que j'appelle une population autochtone, on parle aussi des originaires en fait, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui sont nés sur l'Hexagone, mais dont les parents sont nés aux Antilles, et à ce moment-là, ces personnes, lorsqu'elles reviennent, est-ce que ce sont des personnes allogènes? Est-ce que ces gens-là sont des personnes allogènes aux Antilles, ou bien est-ce que ce sont quand même aussi des Antillais? Eh bien, on va considérer que ce sont des originaires, donc ce ne sont pas tout à fait des allogènes. Voilà. Donc pour la terminologie, il y a les natifs, il y a les allogènes, il y a les originaires, d'accord? Et tout ça, là pour le coup, on peut effectivement développer des discours, voire même des discours nationalistes. Je veux dire, si on veut être nationaliste franchement, si on veut être indépendantiste franchement, il faut se donner des notions et des données, des chiffres qui soient solides, quoi, histoire d'avoir quelque chose de solide. Franchement, moi, j'ai pas de problème avec ça. Voilà. Alors, il se trouve qu'on nous les donne. Utilisons-les. Voilà. Alors, je voulais carrément vous lire le début de l'enquête que j'aimerais que tout le monde lise, parce que je vais même juste me faire, pour l'exposer, le VRP de l'équipe de Claude Valentin-Marie. Et je trouve très intéressant le fait qu'il commence
le premier papier qui est sorti, donc les bonnes pages de l'enquête migration vieillissement de 2000, migration famille vieillissement de 2023, donc qui vient de sortir. En fait, il la commence avec la phrase qui est écrite là. La Martinique est la région française où la part de natifs parmi ses habitants demeure la plus élevée. Je crois que c'est pas pour rien qu'il commence comme ça, qu'il l'introduit comme ça. Comme si, je crois qu'il a eu 10 ans d'un petit agacement de cette affaire de substitution. Et du coup, la messe est dite dès le départ. Nous sommes le territoire où la part de natifs parmi les habitants demeure la plus élevée. Les natifs représentent 83% des adultes de 18 à 79 ans en 2020. Et c'est une part qui est stable. Et le mot stable, il est très important quand on rentre dans ces débats sur le génocide par substitution. C'est que malgré la problématique à laquelle nous sommes confrontés de diminution de la part de diminution des natifs, en fait, du nombre de natifs sur notre territoire, et bien malgré ça, c'est une part qui reste stable. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été dit comme ça la dernière fois et qui me semble très important à rajouter par rapport à même ce que moi j'ai pu écrire il y a quelques années. Voilà, c'est noté, c'est bon? Comme mes élèves. Ensuite, les chiffres, je vous les donne tout de suite. En fait, si on peut dire qu'il n'y a pas de génocide par substitution, si on reprend l'idée de qu'est-ce que serait qu'un génocide par substitution, pour qu'on ait génocide par substitution, il faudrait que la population native diminue et soit remplacée par une population allogène. Vous êtes d'accord? Donc il faudrait qu'on soit en train de constater que notre population, que la population des gens qui sont nés en Martinique est remplacée au fur et à mesure par des gens qui sont nés sur l'Hexagone ou ailleurs et par une population sinon de personnes qui peut-être sont nées ici mais dont les parents étaient nés ailleurs. Okay, et à ce moment-là, on pourrait dire qu'on est dans une situation de génocide, du coup destruction d'un groupe par substitution, puisqu'il est substitué par un autre groupe. J'essaie de faire une définition des termes du sujet des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Donc, dans ce cas-là, eh bien, nous sommes dans une situation où 11% des habitants de la Martinique sont nés sur l'Hexagone, mais n'oubliez pas, par rapport à l'histoire que Zaka nous a rappelé tout à l'heure, n'oubliez pas que parmi les personnes qui vivent en Martinique, eh bien, il y en a beaucoup dont les parents, qui sont nés en France, mais dont les parents étaient martiniquais. Ou guadeloupéens aussi parfois, d'accord? C'est-à-dire que vous avez des situations où les parents sont partis, où ils sont partis par rapport au BUMIDOM, ils ont eu leurs enfants sont nés pendant leur période d'activité, donc leurs enfants sont nés sur l'Hexagone, et leurs enfants reviennent, peut-être même aussi qu'ils reviennent avec leurs enfants avant la fin de leur carrière, ça arrive aussi. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que 33% de ces personnes qu'on considère comme immigrants, en termes statistiques, démographiques, ces personnes qui immigrent en Martinique, il y en a 33% qui sont originaires de la Martinique. Un tiers, une sur trois, sont originaires de la Martinique. Donc vous avez fait un petit calcul, allez, c'est facile. Donc du coup on a le petit calcul, je vous laisse trotter ça dans le tac. Donc 7,7% des habitants de la Martinique sont nés sur l'Hexagone et ne sont pas originaires de la Martinique. Alors en 2010 on était sur du 6,9%. Voilà. Varie un petit peu. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on est dans une situation grave? Est-ce que 7,7% de gens qui ne viennent pas de chez nous et qui ne sont pas de chez nous, c'est grave? Alors, moi, je ne vote pas à votre place. Ça, voilà. Mais on peut comparer peut-être par rapport à d'autres situations. Voilà, vous avez un petit graphique. Alors là, pour le coup, ce sont les chiffres de 2010. Attention, hein, c'était les bonnes feuilles de l'enquête. On n'a pas encore toute l'enquête, donc toutes mes diapos ne sont pas encore à jour. Vous avez compris que ça n'a pas trop bougé, donc je me permets de mettre le graphique de la dernière fois. Ça, c'est le graphique de 2010. La population antillaise totale, d'accord? Donc vous voyez la composition juste, je ne vais pas aller dans les détails puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si vous voulez je reviendrai dessus pour qu'on le revoie plus tard, que vous voyez simplement grosso modo avec les couleurs la différence entre la répartition de la population antillaise et la répartition de la population guyanaise. Donc quand on est sur la population guyanaise, on a 42% de personnes qui sont nées à l'étranger, on en a 13 qui sont nées en métropole, on va dire sur l'Hexagone. Donc on est vraiment dans une organisation de la population où l'immigration a une part très importante, alors que pour la Martinique, franchement, c'est pas très... Enfin, l'essentiel de la population est martiniquaise, originaire de la Martinique. Oui, je sais pas si je vais avancer. Alors, ensuite, là vous regardez encore l'ensemble, ça c'est pour que vous voyez que ça n'a pas trop évolué, vous avez vu, ça n'a pas trop évolué en fait
dans les 10 dernières années. Donc si on était dans un processus de génocide, on aurait dû voir une espèce d'accélération du phénomène, donc c'est pas le cas. Alors, est-ce que c'est grave? On va comparer avec des gens qui s'inquiètent beaucoup. La France, voilà. Bon, en France, il y a près de 10% de la population. Alors là, 9,9 c'était il y a 10 ans, et donc je vous ai mis là, le nouveau chiffre. J'aurais dû vous le mettre là, mais c'est pas grave. 10,3, c'est que ça n'a vraiment pas beaucoup bougé. Hein. On a accueilli quelques Ukrainiens, quelques Syriens, pas beaucoup. Pas beaucoup, peut-être même pas assez. Et donc, combien ça fait? Allez, passons du côté obscur, comme je vous l'ai dit. Passons du côté obscur de la force. À quel point la situation est grave. Attention. En fait, on est exactement comme les Français. Hein. J'aimerais vous dire qu'on a des gros particularismes, mais vous voyez que les chiffres se ressemblent beaucoup. 32,3% des immigrés en France, en fait, d'origine européenne. Donc, du coup, on peut considérer que 6,7% des gens sont halogènes. Voilà. Je rappelle donc le chiffre, c'était juste pour montrer. Voilà. Alors, si vous trouvez qu'il y a génocide par substitution en Martinique, eh ben, vous devez du coup prouver qu'il y a aussi génocide par substitution en France. C'est ce à quoi je voulais en venir. Alors, bon, qu'est-ce qu'il faut dire par ailleurs? Que le solde migratoire de ces personnes non natives, il est assez faible. En fait, on a une situation où ils font pas, les enfants des personnes qui vivent, qui ne sont pas originaires de la Martinique, ne restent pas beaucoup en Martinique et ils n'en font pas tant que ça non plus. Donc ils n'ont pas une dynamique migratoire de l'ordre qui pourrait nous remplacer. Ensuite, en ce qui concerne les enfants, alors là je ne vais même pas trop parler parce que ça va m'énerver, mais les ventres des Martiniquaises n'ont rien à voir avec l'affaire. Le taux de fécondité en Martinique est stable. Les femmes martiniquaises font plus d'enfants que les femmes françaises d'un point de vue général. Le problème que nous avons, c'est que les femmes en âge de procréer, leur nombre diminue de manière relative comme de manière absolue, comme vous le voyez. Ça, c'est un chiffre dont on entend moins se parler parce que du coup, c'est pas l'utérus qui est responsable, c'est les politiques publiques. On avait 56 000 femmes en âge de procréer en 2003, on a 36 000 en 2023. Conclusion. Foutez la paix aux femmes. Il ne faut pas obliger les femmes à avoir des enfants qu'elles ne veulent pas avoir. Il faut permettre à toutes celles qui en veulent d'en avoir dans des conditions économiques et sociales dignes, de préférence en Martinique, grâce à la propagande, à les virer, tout ça, tout ça. Donc le problème, ce n'est pas l'utérus, c'est l'avion. Foutez-nous la paix. Voilà, c'était juste pour aller vite, parce qu'on m'a dit qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Oui. Vas-y, je t'ai rajouté. Alors, j'avais du coup un dernier point, mais on pourra revenir sur tous ces éléments parce que pour vous donner plus de détails. Ce qui intéressait Césaire, c'était la question des cadres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de génocide par substitution d'un point de vue mathématique. Je vous l'ai démontré, mathématiquement, ce n'est pas vrai. Par contre, là où il disait quelque chose qui est toujours vrai aujourd'hui, selon les chiffres que nous avons pour l'instant de 2010, on attend les confirmations sur 2023, c'est que la part des personnes halogènes parmi les cadres est trop importante. D'accord? C'est-à-dire que la population, là je vous ai les chiffres en même temps qui vont apparaître, là je vous parle des cadres, mais là on parle déjà des diplômés, c'est-à-dire que nous avons des jeunes qui pourraient être des cadres potentiels, donc des gens qui ont des diplômes qui leur permettraient d'avoir des positions de cadre, mais ces jeunes-là, eh bien, ils partent. Vous voyez là, quand on était sur le chiffre de 2010, 43% des jeunes natifs de 20 à 34 ans diplômés du supérieur résident en métropole. D'accord? Donc, contre 15% de ceux qui sont pas ou peu diplômés. On part généralement pour les études, voire pour trouver un emploi qui demande un diplôme du supérieur. Et en fait, nous avons une fuite, ce qu'on appelle une fuite des cerveaux. Peut-être que le terme n'est pas fameux, ne plaît pas beaucoup, mais en fait, ce qu'il faut en retenir, c'est que la Martinique est une terre de générosité. Nous produisons toujours pour l'extérieur, comme une bonne vieille colonie. Nous produisons pas trop de sucre, c'est vrai, tu as raison, mais par contre, on produit des gens, nos utérus fonctionnent bien, on produit voilà, on est des bons, bon, je vais me calmer. Bref, donc on crée des bébés, on fait des bébés pour la métropole. J'utilise le terme métropole dans le contexte idée coloniale, tout ça. Hein. Et on fait aussi des diplômés, c'est-à-dire que la mairie du Lamentin, avec vos impôts, paie des écoles, des gens qui vont faire des animations dans les écoles, la médiathèque merveilleuse du Lamentin, tout ça pour créer des personnes qualifiées, pour éduquer des personnes qualifiées qui vont enrichir d'autres territoires. Voilà, ça c'est intéressant. Et alors, bon, ils ne sont pas là. Par contre, petit point aussi sur le retour, quand ils veulent revenir, alors ça c'est un nouveau chiffre de l'enquête que je voulais vous rajouter. On se rend compte, je vous ai mis tout le texte,
on se rend compte que les femmes diplômées là-bas, lorsqu'elles veulent revenir, ont plus de difficultés que les hommes diplômés là-bas. Et ça, c'est quelque chose de typiquement martiniquais. On n'a pas ce gap-là dans les autres DROM. Ça, c'est vraiment un nouvel élément qu'il faut absolument analyser. Les femmes, lorsqu'elles reviennent en Martinique, ont plus de difficultés que les hommes à trouver des emplois. Et en plus, elles ont plus de difficultés sociales. Elles sont confrontées à plus de difficultés sociales. En fait, on les emmerde beaucoup plus que les hommes. Que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, etc. Et donc, du coup, la propension à partir ou à vouloir partir des femmes est plus forte. Et la seule chose qui contrarie ça, eh bien, c'est qu'elles ont des enfants plus tôt ou qu'elles doivent s'occuper aussi de leurs parents. Et du coup, elles restent davantage. Alors, pour finir, le chiffre sur les halogènes que je voulais vous donner, c'est que face à ces jeunes diplômés qui reviennent trop peu, et donc qui n'occupent pas de poste de cadre, on fait venir des hexagonaux qui essentiellement, ou bien ils viennent, je dis on fait venir, c'est pas tout à fait vrai, mais ils viennent, les hexagonaux viennent et ils occupent des postes de cadre. C'est-à-dire que généralement, lorsque les hexagonaux viennent, ils occupent des postes qui sont bien plus qualifiés que la population générale. Donc là, vous avez les chiffres, 20% des hexagonaux installés occupent des postes de cadre contre 6% des natifs. Vous voyez la différence ? Donc, pour vous donner les chiffres de façon un peu plus buvable, si on croise un natif dans la rue, il a une chance sur 5 d'être dans une catégorie socio-professionnelle supérieure. Et si on croise, si on a un non-natif, d'accord, donc un hexagonal qui n'est pas originaire de la Martinique non plus, voilà, quelqu'un qui n'est pas du tout originaire ni natif, il a une chance sur 5 d'être cadre supérieur. Alors que si on croise un natif dans la rue, quelqu'un qui est natif de la Martinique dans la rue, cette personne a 0,35 chances sur 5 d'être cadre supérieur. Donc, à l'intérieur, 20% des cadres sont des halogènes, 20% de cadres halogènes, c'est beaucoup trop, c'est disproportionné. Et ça, c'est exactement ce que disait Aimé Césaire. Lorsqu'Aimé Césaire utilisait ce type de terminologie, pas spécifiquement génocide par substitution, puisque ça c'était pour le cas guyanais, mais lorsqu'il utilise le terme de génocide rampant, lorsqu'il fait ce discours où il utilise le terme de génocide, il ne faut pas lire juste une phrase, bon sang, il faut lire le discours tout entier. Et quand on lit le discours tout entier, ce qu'il attaque, ce n'est pas la natalité, ce n'est pas les utérus des femmes, ce n'est pas, le nombre d'enfants blancs qui naissent en Martinique ou je ne sais quoi, non, c'est pas ça. Ce qu'il attaque, c'est que les cadres, les hexagonaux sont surreprésentés dans les catégories socio-professionnelles supérieures, dans l'encadrement, et que ça peut donner des problèmes politiques et sociaux majeurs et créer aussi des conflits sociaux et politiques que l'on peut connaître aujourd'hui. Donc en fait, Aimé Césaire n'avait pas tort et ce qu'il dit a encore beaucoup de sens aujourd'hui et devrait inspirer nos politiques publiques si et seulement si nous sommes capables de ne pas tomber dans les facilités comme attaquer les femmes parce que ça coûte rien et si on est capable aussi de définir des termes correctement. Voilà. Alors, attends, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du vieillissement ? Est-ce que tu peux nous parler rapidement justement du phénomène de départ des jeunes ? Qu'est-ce qui le motive ? Et du vieillissement de la population et à quoi on fait face par rapport à ça ? Alors c'est vrai que c'est à dessein que je parle peu du vieillissement au sens propre. Moi je trouve que c'est bien que les gens vieillissent et je trouve que c'est bien de vieillir. Mais là où je peux en dire quelque chose de nouveau, parce que j'ai pas envie de vous dire des choses que vous savez déjà, la population vieillit, ça va poser des problèmes de réduction du marché, c'est la catastrophe économique assurée, bon voilà. J'ai envie de vous parler plutôt des sujets que je connais mieux, sur la famille notamment. Notre situation culturelle, socio-culturelle n'avait pas prévu ce cas de figure et on n'a pas pris le temps de s'y adapter. C'est-à-dire que nous allons avoir une population où la part des personnes âgées va être de plus en plus importante, arriver jusqu'à la moitié de la population. Et en fait, cette population-là, elle pouvait s'attendre par rapport à sa formation culturelle, par rapport à ce que nous ont transmis nos anciens, à être accompagnée dans le grand âge par ses enfants et par ses petits-enfants. Et finalement, l'enfance que vous avez connue et les liens intergénérationnels que vous avez connus ne vont pas, du coup je vous laisse voir ça, ne vont pas en fait se reproduire dans les générations futures. Donc je crois qu'il y a des drames, je le dis beaucoup ces derniers temps, on parle beaucoup de choses économiques, etc., mais je crois qu'il faut penser aussi au chagrin.
Peut-être que le mot paraît peu scientifique, mais pourtant je crois qu'on peut franchement le mesurer. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes, je dis de plus en plus parce que j'attends les nouveaux chiffres de cette enquête pour vous dire combien, mais ça c'est quelque chose qui augmente considérablement le nombre de personnes qui n'ont auprès d'elles en Martinique ni leurs enfants, ni leurs petits-enfants. Quand vous partez, vous fréquentez des gens qui sont originaires peut-être, mais surtout des gens qui ne sont pas originaires de Martinique. On va en parler avec Alain Viré, finalement, très souvent, entre Paris et la Martinique, c'est Paris qui gagne. Tout ça pour dire que les enfants, vos petits-enfants ont une double appartenance et dans un contexte de domination, d'accord ? Et finalement, vous connaissez cette situation, les petits-enfants, ils reviennent pour les vacances, pour la plage, pour quelques semaines par an, mais est-ce que nous les incluons vraiment, nos enfants, nos petits-enfants, dans des activités qui sont plutôt de l'ordre du rituel et qui alimentent leur lien culturel ? Il y a ça, et puis il y a tout simplement la situation des aidants. On va avoir de moins en moins de personnes, le vivier d'aidants va être de moins en moins important, on aura de plus en plus de personnes à aider et de moins en moins de personnes aidantes. C'est un problème économique, social, politique, mais c'est aussi un problème psychologique, le chagrin, la souffrance de vieillir loin de ses enfants. Eh bien moi je crois qu'on a la chance d'être un pays dans lequel on a beaucoup de centenaires et de gens qui vieillissent très bien et en bonne santé, mais que le chagrin, eh bien ça peut aussi tuer des gens. Et j'ai presque l'impression qu'il y aurait même un certain cynisme à se dire, ma foi, s'ils vieillissent plus tôt, s'ils me partent plus tôt, c'est pas plus mal pour la démographie, mais je suis désolée, moi je trouve qu'on devrait plutôt être fiers d'être capable d'accompagner longtemps nos aînés. Et là, la situation démographique, eh ben, elle va, je pense, elle le fait déjà, c'est déjà ce qu'on observe, qu'elle pèse sur la qualité de vie et sur l'espérance de vie, peut-être même ça, là je m'en serais moins, de nos aînés. Merci beaucoup Nadia. Merci à la Fabrique décoloniale pour cette invitation et à la médiathèque du Lamentin qui nous reçoit aujourd'hui. Alors pour commencer, une petite plongée dans nos souvenirs. J'ai envie de parler aujourd'hui du migan de fruits à pain de Tati Josiane. Vous savez, cette Tati qui cuisine mieux que tous les chefs étoilés du monde entier. J'ai envie de parler des fêtes de famille qui se terminent obligatoirement par le petit chocolat pain au beurre, le chocolat de communion pain au beurre. J'ai envie de parler des remèdes rasiers de mamie qui nous donnait de la tachycardie, balance à tes puissants. Des journées à la rivière, à la mer, avec les copains où on se fait manger par les maringouins. Je veux parler aussi de l'interminable débat avec les cousins pour savoir dans quel sens est couchée la femme couchée. On peut parler aussi des pâtisseries de chez Mancoco à Fort-de-France, la pâtisserie du boulevard, de chez Suréna, de l'abricot pays, du carnaval, du tour des Yoles, du cachiment des Icac. Est-ce qu'a songé ça? Est-ce que vous avez connu ça? Ce sont des choses qui nous parlent à tous. Alors comment aujourd'hui on peut rester si statique face à la mort imminente de nos traditions? Comment on peut rester si passif face à la fuite de nos cerveaux? Comment nous, Martiniquais, nous pouvons rester si peu concernés face à l'hémorragie démographique à laquelle nous faisons face actuellement? Alors, pour commencer, je rappellerai quelques petits chiffres parce qu'ils n'ont pas été donnés, mais ils ont été abordés de façon plus globale. En 1994, la Martinique comptait environ 370 000 habitants. La population a continué à augmenter progressivement jusqu'à atteindre 397 732, et j'insiste sur le 732 en 2006. Puis, la population a régressé à partir de 2007. On a commencé par perdre justement 2 habitants. Donc de 397 732, on est passé à 397 730. Donc on s'est dit, mais c'est bizarre, une population qui commence à perdre en habitants alors qu'il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu d'épidémie. Ça commençait déjà à faire tilt. Il faut garder à l'esprit qu'en matière de démographie, et Nadia confirmera certainement, pour inverser un phénomène, il faut 2 à 3 fois plus de temps qui n'a été nécessaire pour l'établir. Exactement, qui n'a été nécessaire par l'établir. Ce phénomène a débuté il y a 16 ans. Je vous laisse faire le calcul, 16 fois 3. Il faudra attendre certainement
près de 50 ans, avec des mesures fortes, en mettant en place des mesures fortes pour que cette tendance puisse s'inverser. Alors, est-ce qu'on peut encore écouter tous ces chiffres tout en restant paralysé dans le déni? Est-ce qu'on peut encore laisser nos talents, nos cerveaux s'en aller et puis sans cesse déplorer, constater? Le repeuplement de la Martinique, c'est un enjeu vital. Et ça doit être une priorité sociétale et j'ai même envie de dire politique absolue. Alors, il faudra travailler dur, mettre en place, je le disais, des mesures fortes et rapides pour tenter d'inverser la tendance. Mais à notre niveau, nous pouvons déjà agir à travers notre discours au quotidien en mettant un stop au Martinique bashing. Arrêtons de dénigrer sans cesse notre pays. Permettons aux plus jeunes générations, dès que possible, de prendre connaissance du potentiel extraordinaire de notre territoire. Lorsqu'il a été question, et lorsqu'on parle de stop au Martinique bashing, l'une des premières analyses, enfin l'une des premières conclusions, un des plus grands enseignements de notre enquête a été de dire que la famille finalement joue un rôle central dans la motivation au retour, mais aussi dans la reproduction d'un discours qui décourage le retour au pays. Alors, que fait-on à partir de là? Premièrement, on met un stop aux idées reçues. Et là, je vais me baser sur l'enquête Aller Virer qui a été menée en 2018 par les membres de l'association et qui a été analysée par des démographes, Nadia, mais également l'ancien directeur de l'INSEE, etc. 8 Martiniquais sur 10 vivant hors du territoire projettent de rentrer au pays. La volonté de retour au pays est là, elle est forte, elle est indéniable et elle est chiffrée surtout. Alors, il faudra mettre aussi un stop aux idées reçues concernant le retour au pays. Premièrement, l'insertion professionnelle, d'après cette étude, est relativement rapide puisque près d'un Martiniquais sur 2 avait trouvé un emploi avant même de mettre un pied sur le territoire. Donc ça veut dire qu'en 2018, bien avant le Covid, des outils tels que des entretiens en visioconférence ou alors des salons qui se passent à Paris et qui cherchent à faire rentrer les forces vives martiniquaises avaient déjà lieu et ça fonctionnait puisque, je le rappelle, près d'un Martiniquais sur 2 vivant hors du territoire souhaitait rentrer au pays et trouver un emploi, avant même de rentrer au pays. Non, les salaires ne diminuent pas systématiquement dans le cadre d'un retour au pays. Et pareil, là nous avons les chiffres qui le démontrent, parce que 60% des personnes qu'on a pu interroger ont vu leur salaire soit augmenter, et oui c'est possible, soit rester stable, ou soit dans le dernier cas de figure, diminuer pour réaugmenter dans les 2 ans qui ont suivi. Et ce dernier cas de figure s'explique parce que bien souvent, on envoie des centaines de candidatures. Et j'ai eu l'occasion de parler à certains d'entre vous dans la salle avant cette conférence qui me disaient « mais c'est vrai, je n'arrive pas à trouver ». Et quand enfin un recruteur répond favorablement, on fonce dessus tête baissée sans négocier le salaire, sans avoir conscience parfois de notre propre valeur. Concernant cette étude nous a permis de connaître les principaux freins et motivations au retour au pays. Et parmi les motivations, on sait qu'elles sont prioritairement d'ordre familial. Aujourd'hui, une personne qui rentre au pays le fait pour se rapprocher de ses parents vieillissants, pour voir grandir ses enfants en Martinique également. Les freins sont d'ordre professionnel aujourd'hui. Et il faudra se battre aussi et communiquer davantage, que les entreprises communiquent davantage sur ce qu'elles font de bien, notamment. Les freins sont d'ordre professionnel avec peur pour ma carrière, peur de ne pas trouver un emploi à la hauteur de mes compétences ou d'être mal payé, entre autres. Encore une fois, pour ce dernier point, souvent une idée reçue. Et lorsqu'on regarde les problèmes sociétaux, ils sont secondaires. Moins de 10% des personnes interrogées ont évoqué la mentalité locale qui n'est pas bonne, ou au milieu professionnel, etc., etc. La première réponse à la question « Qu'est-ce qui vous déplaît le plus lorsque vous imaginez votre retour au pays ?» La première réponse est la difficulté à voyager en dehors du territoire. Donc la mobilité à l'extérieur et à l'intérieur du territoire est un problème majeur. Enfin,
selon notre étude, le retour est plus facile et plus durable lorsqu'il est organisé avant les 28 ans. Forcément, pour les femmes notamment, forcément, on est là-bas, on rencontre un nouveau cercle social, on rencontre aussi parfois l'amour de sa vie, et puis ça va vite, au final, on y reste. L'amélioration des infrastructures de transport externes et internes semble essentielle, notamment pour encourager le retour. Une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi? Et on a fait quoi? On continue de constater, on peut s'appuyer sur cette étude qui est quand même une base de données riche et fiable, mais concrètement, que faisons-nous? Alors, Aller-Virer a décidé de mettre en place des outils au service du retour au pays et au service du repeuplement de la Martinique de façon plus globale. Parmi nos outils, nous avons par exemple au frein du logement, la question du frein du logement, je ne peux pas ou je ne souhaite pas forcément aller chez ma famille parce que je viens de rencontrer mon conjoint et je n'ai pas envie forcément de dormir sous le toit de mes parents avec lui, ou alors parce qu'on arrive avec 3 enfants et on va bousculer le quotidien de notre maman, notre tante, etc. Nous avons décidé de lancer la résidence du retour, qui est un logement qui a été lancé en 2021 déjà, entièrement équipé de 126 mètres carrés, qui est situé à Fort-de-France, et qui permet à une personne justement qui ne peut pas ou qui ne souhaite pas rentrer chez la famille d'avoir un pied-à-terre et de pouvoir se concentrer directement sur sa mission en Martinique. Donc, volontairement, et grâce aussi à des partenariats qui ont été mis en place avec le bailleur social, la CIMAR et la CAF, un petit peu de pub, permets-moi, Zaka, nous avons la possibilité de proposer ce logement à un tarif de 14 € la nuit. 14 € la nuit, ça représente environ 300 € le mois pour un logement de 126 mètres carrés, entièrement équipé, moderne, avec Internet, l'eau, l'électricité, le ménage, tout compris. Donc c'est possible. Et aujourd'hui, ce type de mesure forte, selon nous, c'est ce qu'il faut faire pour aider et encourager nos jeunes à rentrer au pays. Il faut se lancer, il faut faire preuve d'audace. Autre de nos outils, les apéros. Alors j'en parlais tout à l'heure. On a un peu dans nos gènes, j'ai envie de dire, bon, ça peut sembler péjoratif, mais on a souvent peur d'aller vers l'autre, peur de poser des questions, de demander des choses. On a cette impression peut-être de flatter. Eh bien non, le réseautage doit être une force et doit être notre force. Donc, nous avons lancé les apéros Aller-Virer, dans lesquels il y a souvent 200 personnes, voire plus, qu'on organise à chaque fois dans un lieu différent pour permettre aussi à ceux qui sont rentrés et ceux qui sont ici de connaître des nouveaux bars, des nouveaux restaurants, etc. Et durant lesquels on propose une thématique, des échanges, des débats, mais surtout on permet à des gens de se rencontrer, de recréer du lien social, de recréer du lien professionnel, parce que lorsqu'on est parti 10 ans, 15 ans, parfois on revient, on est le premier de la bande d'amis à rentrer, on ne connaît personne. Autre de nos outils, notre plateforme numérique. Il était important pour nous de digitaliser nos actions de façon à pouvoir toucher les Martiniquais du monde entier. Lors de l'étude qui a été lancée en 2018, on a eu des réponses provenant de 64 pays. Alors, c'est vrai, les Martiniquais sont majoritairement en France hexagonale, mais il y en a également au Japon, en Irak, au Canada, à Londres, etc. Donc, il était important pour nous de pouvoir les toucher et répondre à leurs questions rapidement. Et cette plateforme numérique, aller-virer.com, le permet. Et puis, nous mettons aussi en place une réunion mensuelle tous les 2e jeudis du mois pour pouvoir rencontrer, informer les Martiniquais, leur dire qu'il existe tel et tel dispositif, répondre à leurs questions, leur permettre d'avoir des informations autres que les informations véhiculées dans les médias qui sont, malheureusement pour nous, souvent négatives, parce que c'est ce qui fait le buzz. Et enfin, nous proposons des rendez-vous. Le salon du retour au pays est un salon qui a lieu chaque année au mois de juillet et durant lequel il y a à la fois des conférences en lien avec le retour au pays. Par exemple, je souhaite rentrer et investir dans l'immobilier. Est-ce que c'est possible pour moi? Ou alors, comment trouver une opportunité en Martinique? Comment se loger? Quelles sont les actualités? Quels sont les événements? Où sortir en Martinique? Donc, ce sont des thématiques qu'on retrouve dans le Salon du Retour.
Et puis, l'après-midi, nous organisons un job dating avec toujours des centaines d'offres à pourvoir en Martinique. Aujourd'hui, et avec un recul de 5 ans, on se rend compte qu'il y a quand même une tendance des entreprises à privilégier le recrutement des Martiniquais, y compris sur les hauts postes de leur structure. C'est une tendance qui se confirme lorsqu'on regarde le nombre de personnes qu'on a accompagnées et surtout à quel poste ils se situent. Aujourd'hui, à Les Virés, c'est plus de 400 familles accompagnées, ça représente des milliers de personnes qui sont, sans citer, des RH de certains EPCI, on a des responsables financiers également qu'on a accompagnés, mais également d'autres compétences qui sont manquantes sur le territoire. Des bouchers, nous avons accompagné des bouchers, des secrétaires. La Martinique fait face à une pénurie de main-d'œuvre dans plein de métiers. Donc, il y aura urgence à faire rentrer nos forces vives ou alors permettre à des non-martiniquais d'occuper ces postes. Voilà. Voici l'enjeu. Je ne serai pas plus longue sur cette question. Simplement citer juste une citation de celle qu'on aime tous, la mère de la patrie martiniquaise, Jocelyne Béroir. Au lieu de nous contenter des portes qui nous sont entrouvertes, construisons notre fort, prenons notre destin en main. Au lieu de nous contenter des portes qui nous sont entrouvertes, construisons notre fort, prenons notre destin en main. Et elle poursuit par l'essentiel, c'est de faire et de bien faire. Merci à tous.